directement à Monsieur Smaïl Abbar. D'accord, donc voilà, je vous passe, merci. Donc, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, tout d'abord, je remercie CIPE pour l'invitation. Je remercie l'audience aussi d'avoir assisté à cette présentation qui porte sur le BIM, mais un BIM marocanisé, comme on le dit. C'est-à-dire, on va essayer de voir quelles sont les possibilités offertes par ce processus de travail. Donc, les possibilités offertes par ce processus de travail, mais d'un point de vue formation. Donc, ça concerne. Donc, le titre de ma présentation serait donc de booster l'adoption du BIM au Maroc par une formation innovante des jeunes ingénieurs. Donc, toute la présentation sera une explication de ce titre de formation, de ce titre de présentation. Donc, nous avons le BIM avec toutes ses promesses. Donc, il a des promesses, mais malgré ça, on va le constater que son taux d'adoption partout dans le monde est loin des attentes. Donc, pour plusieurs raisons, on va les voir. Donc, pourquoi on a besoin de le booster et pourquoi le choix des ingénieurs civils. Donc, vu ma compétence, donc je suis un ingénieur en génie civil et je fais aussi de la formation professionnelle pour les ingénieurs. Donc, c'est de là vient l'idée de cette présentation. Donc, voilà brièvement. Je suis Ismaël Abba, je suis un lauréat de l'EHTP promotion 2011. Je suis un ex-gérant de bureau d'études. Je suis aussi un ex-manager à l'OFPT, un directeur de complexe. Et maintenant, je suis consultant, formateur indépendant. J'ai fondé une école de formation en ligne pour les ingénieurs civils qui débutent leur carrière dans tout ce qui est logiciel, tout ce qui est technicité, tout ce qui est BIM. Donc, voici les sites ou bien donc, les contacts pour pouvoir me suivre. Donc, la promesse du BIM. Donc, le BIM se voit comme une solution au travail séquentiel, que M. Belmaris l'a bien expliqué. Donc, c'est un travail, l'architecte commence son travail, il transmet la documentation au bureau d'études, ensuite au topographe, ensuite il y a un échange entre les différents intervenants. Donc, le BIM, il dit que c'est une autre façon de faire, qui a un travail collaboratif autour d'une maquette numérique au centre, sur laquelle on agit dans les différentes phases du projet. Donc, depuis la programmation, c'est-à-dire la programmation du projet, depuis l'étude de faisabilité, la conception, l'analyse détaillée, que ce soit l'analyse structurelle ou bien l'analyse thermique du bâtiment. Sur la même maquette, on fait un travail collaboratif. La documentation aussi, la génération des plans d'exécution, la génération des maîtres, donc c'est systématisé à partir de la plateforme bien de la maquette numérique. La fabrication aussi, s'il s'agit d'un bâtiment industriel ou bien en charpente métallique, la génération des maquettes ou bien des plans d'exécution, ça permet de générer des outils qui permettent de faciliter la fabrication. En phase construction, en rajoutant la quatrième et la cinquième dimension, c'est-à-dire en ajoutant le temps et le coût dans la conception du projet. La construction aussi, la logistique, la gestion des approvisionnements, la gestion de la dynamique dans un chantier. Donc tout ça est géré par la maquette numérique. Et bien sûr, en phase d'exploitation, on a toute la donnée de notre projet qui nous permet de faire des opérations de maintenance de façon plus accessible et plus aisée. Et bien sûr, en phase rénovation, lorsque le bâtiment atteint un certain âge, soit on décide de le rénover ou bien de le démolir. Donc, c'est la démarche, c'est la promesse du BIM. Voilà, donc c'est le passage d'un travail ou bien d'une méthodologie de travail basée sur des échanges bilatéraux entre les différents intervenants, l'architecte, donc le propriétaire, le project manager, le fabricateur, l'ingénieur, donc c'est des échanges qui sont très compliqués, vers un processus qui nous permet d'avoir un seul objet sur lequel tous les intervenants peuvent intervenir en fonction des attributions qui leur sont données, donc en fonction de leur spécialité. Donc ça, c'est le fond du BIM. Donc, en gros, le BIM, c'est 3 composantes essentielles. C'est la modélisation intégrée, c'est la modélisation objet, c'est-à-dire nous avons des objets au lieu des outils, des dessins, une collaboration améliorée, une optimisation des ressources. Donc, l'étape la plus importante, ou bien la caractéristique la plus importante, c'est cette question de collaboration qui est améliorée entre les différents intervenants dans la phase d'un projet de construction. Et malgré ça, on constate que dans le monde entier, le taux d'adoption du BIM, le max, donc c'est des statistiques de 2023, c'est 73% au niveau du Royaume-Uni.
suivi de l'allemand, suivi de l'Espagne, 50 à 60%. Donc malgré cette promesse-là, malgré les avancées technologiques, on est loin d'adoption 100%, même dans les pays qui sont développés. On voit en Afrique, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques. On voit le BIM uniquement dans les grands projets ou bien pour le compte de grands maîtres d'ouvrage. Donc pourquoi, jusqu'à présent, quels sont les challenges qui font en sorte qu'on a ce taux d'adoption qui ne répond pas aux attentes? Donc on va les citer par type d'intervenants dans le processus de la construction. Nous avons tout d'abord les professionnels de l'AEC. Donc l'AEC, c'est l'Architecture Engineering Construction. Donc c'est l'ensemble des professionnels qui interviennent, l'architecte, le bureau d'études, le topographe, donc tous les intervenants, les entreprises de construction, les fabricateurs, bien les fournisseurs de matériaux, donc tous les professionnels qui interviennent dans le processus de construction. Et nous avons également l'administration, bien l'État ou bien les autorités, et nous avons les établissements de formation. Donc l'adoption du BIM, ça concerne ces trois catégories d'intervenants. Donc premièrement, pour les professionnels, rapidement, ce qui empêche l'intégration du BIM, c'est tout d'abord une question de coût. Donc, que ce soit le coût d'achat du logiciel et par conséquent l'achat du matériel aussi, donc les bases de données, les PC pour faire fonctionner des logiciels qui consomment donc beaucoup de mémoire et beaucoup de processus. Et aussi pour le développement des compétences en interne. Donc, pour faire migrer vers le BIM, il faut former des gens, il faut recruter des gens qui sont spécialisés en BIM. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième aussi, c'est la complexité. Donc, surtout quand on fait des présentations de grands projets, on voit que les gens ont atteint une grande maturité en termes de conception. Et on voit, nous, qu'on travaille toujours avec AutoCAD. Donc, cette complexité est intimidante et empêche en quelque sorte le recours à cette solution de BIM pour nos projets. Il y a aussi cette question de risque. Donc, le ROI, donc le retour en investissement, qui est incertain. Il n'y a pas d'études qui sont faites sur des projets qui montrent on gagne combien. C'est-à-dire, moi, en tant que bureau d'études, lorsque j'utilise le BIM, je gagne combien en termes de temps, en termes de ressources, ou bien l'entreprise s'il utilise BIM. Donc, il n'y a pas vraiment des études qui sont fiables, notamment dans le contexte marocain, qui montrent l'intérêt financier. C'est en fin de compte une entreprise, elle est là pour générer de la valeur, donc pour faire un bénéfice. Donc, c'est en absence donc, des études qui montrent ça, donc ça semble incertain de recourir à cette solution. Et la version aussi au risque en termes de retard dans les projets et la perturbation de la chaîne de valeur. Donc les gens ils vous disent, on travaille déjà, on est déjà sous pression. Si on va essayer de changer ou bien adopter des techniques ou bien ajouter des logiciels dans le processus, ça va retarder des projets, ça va perturber la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un risque aussi qui empêche les gens d'adopter le BIM. Il y a aussi la résistance au changement qui est un facteur très très important. Les gens ont déjà travaillé avec des outils pendant 15 ans, 20 ans d'années. Lorsqu'on vient aujourd'hui, on leur dit il faut améliorer, il faut migrer vers le BIM. Donc, on va se contenter, donc on va savoir qu'il y a une résistance énorme à ce changement parce que les gens ont l'habitude tout simplement de travailler ainsi. Et aussi, ça va générer une modification de flux de travail, ce qui est lourd. Donc, ce n'est pas question uniquement des premiers paramètres, c'est aussi la résistance au changement qui a une grande influence. Donc pour l'État, rapidement, il faut développer des normes. On n'a pas de normes jusqu'à aujourd'hui. Il faut aussi des investissements en termes d'infrastructure, en termes de formation, en termes de certification, en termes d'agrément des bureaux d'études, des entreprises qui développent ça, donc pour encourager le BIM. Et aussi instaurer une culture de changement. Donc l'État, du fait de son pouvoir législatif, il doit intervenir dans ce processus pour instaurer des lois, instaurer des guides, des standards que les gens seront amenés à se soumettre. Mais il faut préparer le terrain pour ça, sensibiliser, il faut assurer de la formation aussi, et assurer aussi la formation des cadres de l'État donc pour qu'ils soient au même niveau de maturité par rapport à ces outils. Et en dernier lieu, nous avons l'établissement de formation. Parmi les contraintes qu'on cite, les ressources financières et technologiques limitées. Donc, on n'investit pas beaucoup, pour les mêmes raisons. Donc, il faut investir sur des formateurs, sur des logiciels, sur des équipements. Il faut aussi actualiser l'ingénierie de formation. Il ne faut pas la faire de la même manière, séquentielle. Donc, les gens ont l'habitude de faire des modules classiques, dispersés. Donc, ça aussi, ça constitue un handicap. Et la collaboration aussi limitée avec le monde professionnel. Généralement, c'est des stages. On envoie des stagiaires vers les entreprises. Il n'y a pas vraiment une collaboration, surtout sur la conception du programme de travail pour qu'il intègre et la partie théorique et aussi la demande du marché du travail en termes de compétences. Donc, ceci dit, l'objet de ma formation, c'est pourquoi une formation innovante pour les ingénieurs. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi il n'est pas innovant? Qu'est-ce qui l'empêche
l'adoption du BIM dans les écoles d'ingénieurs ou bien les centres de formation professionnelle. Donc, premièrement, dans la vie académique, pendant 17 ans, on dit aux gens il faut arriver en premier. Il faut que vous soyez parmi les 5 premiers pour avoir une bourse. On encourage la perfection individuelle et au premier jour de travail, on demande aux gens de collaborer. Donc ça, c'est un contraste énorme. Et les gens, surtout les brillants, trouvent des difficultés à migrer du monde académique vers le monde professionnel. Donc c'est une transition qui est brutale et un mindset qui est totalement différent. Donc il faut revoir la façon d'évaluer les gens, d'instaurer un nouveau système au niveau des établissements de formation. Nous avons également cette question de qu'est-ce qu'on traite en formation. Donc en formation, c'est des exercices, c'est des examens, mais en vie réelle, c'est une mission. Et ça, c'est un contraste énorme. Donc les gens, ils doivent comprendre que ce n'est pas la réponse à une question, mais c'est de livrer un projet, c'est de livrer une chose, c'est de concevoir un projet, c'est de livrer un document, une note de calcul. Ce n'est pas de répondre à des questions, parce que le jour au lendemain, vous ne serez pas face à une personne qui va vous poser des questions, mais vous serez amené à faire une étude. Et c'est à vous de collecter les données nécessaires et de faire le nécessaire pour livrer le projet dans les délais qui sont impartis. Donc ça aussi, c'est un mindset sur lequel il faut travailler au niveau des organismes de formation. Aussi, je l'ai cité tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la vie académique, c'est des modules. Et on a tendance à croire que c'est des modules qui sont séparés. On étudie la géotechnique, les barrages, l'assainissement, le bâtiment, le calcul de structure, la RDM. Et après, on ne comprend pas trop parfaitement, vu qu'il n'y a pas de lien entre les professeurs, des liens entre les disciplines, des liens entre les départements. On a du mal à comprendre l'intérêt de chaque module. Mais dans la vie professionnelle, c'est un chemin de travail, c'est des roadmaps, c'est des guides, on a une chronologie de faire. Par exemple, pour un ingénieur de structure, ça commence par la collecte des données, la visite du lieu, ensuite l'analyse de données, le traitement des documents, ensuite le pré-dimensionnement, ensuite on modélise, ensuite on calcule les éléments, et ensuite on livre les plans d'exécution et un quantitatif. Donc tout ça, il faut l'inculquer au moment du travail et ne pas se contenter d'enseigner des modules qui sont séparés, qui ont l'air de ne pas avoir des liens entre les autres. Dans la vie académique aussi, c'est une question d'outils. Malheureusement, dans les universités, on est en 2023 et on va retrouver des établissements qui utilisent des polycopiers qui datent des années 80, des années 75, alors que le monde a énormément évolué. Donc, question aussi d'actualisation de l'arsenal en termes techniques, en termes de pédagogique aussi. Il faut agir sur les établissements de formation pour qu'ils utilisent les dernières nouveautés dans le cursus de formation. C'est très, très important. Parce que si on utilise des polycopiers très anciens qu'on copie, les gens sont déjà là, donc c'est un phasage qui est énorme, c'est un gap qu'il faut remplir. Et la cinquième et dernière obstacle qui doit caractériser normalement une formation innovante, c'est cette question d'erreur. Donc à l'université, l'erreur est sanctionnée par un 0 ou la non-validation d'un module. Mais dans un monde professionnel, l'erreur, c'est l'erreur qui fait l'apprentissage. Les seules personnes qui ne font pas d'erreur, c'est les gens qui ne font rien. Tout simplement. Dans la vie professionnelle, on a besoin de faire des erreurs. Donc, il faut aussi changer ce mindset. Au niveau des universitaires, il ne faut pas continuer à utiliser la même question d'évaluation. On a besoin des gens qui font des initiatives, même s'ils ne sont pas corrects. Mais il faut encourager les gens à sortir de leur zone de confort et essayer d'utiliser de nouveaux outils et d'essayer de nouveaux projets. Donc, c'est très important. Donc, les piliers d'une formation innovante, en fait, il y en a 3. C'est une maîtrise parfaite des bases, des projets pratiques et réels et des outils informatiques efficaces. Donc, ça résume tout. Il faut maîtriser les bases. Je ne dis pas ici qu'il faut maîtriser le logiciel sans maîtriser c'est quoi une fondation, c'est quoi le rôle donc c'est l'ancrage d'une fondation, c'est quoi le rôle d'un poteau, l'étude sismique, l'étude dynamique, c'est pas ça. Il faut maîtriser les bases. Donc, la base théorique, elle doit être là. Et il faut travailler sur des projets réels. Ce n'est pas des poutres. Des lignes comme ça, c'est du poutre réel. On prend par exemple cet hangar-là, on le dimensionne, donc c'est un projet réel et pratique. Et on doit recourir aux outils informatiques qui sont disponibles maintenant. Donc au niveau de la formation, il doit contenir tous ces éléments-là. Dans le cas des projets collectifs, des projets individuels, donc c'est très important d'avoir ces 3 composantes. Ensuite, chacun doit assumer sa responsabilité en termes de la formation innovante. Ce n'est pas une question qui est lié aux établissements de formation. Les éditeurs de logiciels, nous avons cité aujourd'hui, et les autres aussi doivent intervenir, doivent faire leur part dans cette démarche. Les établissements de formation, bien sûr, en premier lieu. Les acteurs de l'AEC, donc les professionnels et l'État. Donc les éditeurs de logiciels, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peut-être les licences,
Il y a des logiciels aujourd'hui qui coûtent un peu cher, que les étudiants ne peuvent pas avoir. C'est vrai, nous avons des licences éducatives, campus et tout ça, mais qui sont loin des attentes. Parce que si vous dites à quelqu'un que vous allez utiliser une licence qui est un peu limitée, qui ne sera pas capable de générer des plans, en général, ce n'est pas intéressant pour lui. En plus, les licences campus s'arrêtent dès que l'ingénieur sort de l'école. Et nous avons également aujourd'hui une catégorie des freelancers, donc des gens qui sortent de l'école, ce n'est pas une entreprise, ils n'ont pas les moyens d'acheter des licences, donc c'est des gens qui travaillent pour leur propre compte, donc c'est le moyen de revoir aussi les prix des licences d'une façon générale. Donc je ne parle pas d'un éditeur particulier, mais d'une façon générale, il faut revoir ça. On l'a constaté dans les outils informatiques, aujourd'hui ils sont accessibles à des prix vraiment très démocratiques, donc au lieu de viser 100 clients, il faut viser 1000 clients, bien 10 000 clients avec un prix qui est largement réduit. Ça permet l'accessibilité au logiciel, ça permet aussi un marketing indirect. Si vous avez par exemple 10 000 personnes qui sont formées sur un logiciel, c'est un marketing indirect qui va obliger les gens qui vont les recruter à adopter les mêmes outils qu'ils maîtrisent. Donc ça aussi c'est une façon de marketer les licences via une démocratisation des prix. Nous avons également le développement des ressources pédagogiques. Aujourd'hui, la majorité des éditeurs, elles ont des ressources, mais c'est du webinaire. C'est des capsules vidéo de 2 minutes, 3 minutes, qui vous montrent par exemple 3 façons de créer un poteau sur un logiciel, ou bien du webinaire qui parle d'un sujet donc spécifique, mais qui sont beaucoup plus orientés vers donc la commercialisation du projet. Ce dont on a besoin pour encourager les gens, c'est des produits pédagogiques qui mènent l'utilisateur depuis le départ jusqu'au livrable. On a besoin des formations vraiment réelles, ne serait-ce qu'un petit logement. Par exemple, je prends un logiciel et je dimensionne mon logement depuis la conception jusqu'au livrable des plans d'exécution et notes de calcul. Et c'est les éditeurs, ils sont mieux placés pour faire ce genre de formation. Ils peuvent les faire d'une façon lucrative, donc faire payer les gens, comme ils peuvent le faire comme une sorte de marketing pour montrer aux gens que cette solution-là va les aider à faire mieux ce qu'ils sont en train de faire en utilisant des moyens classiques. Donc c'est un moyen aussi qu'il faut développer. Et des programmes de certification, il y en a maintenant, mais il faut les renforcer pour pousser les gens donc, à adopter ce mindset et à penser à se former davantage. Donc c'est des contextes pour former les gens dans ce processus. Les établissements de formation, intégrer le BIM dans les programmes, ça commence déjà à apparaître dans certains établissements. Offrir des projets qui sont concrets, donc travailler sur des projets. Ce n'est pas des exercices qui sont issus d'un livre classique, mais des projets réels. Donc on a accès maintenant, avec l'informatisation de tout, on peut récupérer ce qu'on veut donc, comme projet et on le travaille à l'intérieur d'un établissement de formation. Proposer des formations continues, bien sûr, pour actualiser aussi le savoir et pour ramener des professionnels qui vont apporter un plus donc, au cursus ou bien à l'ingénierie de formation au sein de ces établissements. Des partenariats avec les entreprises et l'AEC, donc ce n'est pas des partenariats formels, mais vraiment des partenariats où des professionnels viennent pour dispenser par exemple des modules, pour dispenser des formations, pour dispenser des webinaires. Comme ça, on a une formation théorique qui est assurée par le corps professoral permanent et nous avons également l'apport des professionnels qui sont dans le métier, qui apportent leur plus pour former des gens qui sont à la fois formés sur les deux volets, le volet théorique et les attentes du marché du travail. Donc, les acteurs de l'AEC, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? L'utilisation du BIM dans les projets réels, donc c'est de commencer, on commence toujours quelque part. Il faut sortir de cette mentalité d'excuse. C'est l'architecte qui doit commencer, c'est l'État qui doit en premier lieu instaurer des lois. C'est l'ingénieur, c'est le bureau d'études qui est censé faire ça. Non. Chacun, avec son corps de métier, utiliser le BIM, ne serait-ce que sur du petit projet, faire le test, peut-être engager des stagiaires, les faire travailler sur un projet et voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Offrir des programmes de formation interne sur le BIM, donc ça c'est clair, et collaboration avec les établissements de formation, on l'a déjà cité, dans la partie des acteurs des établissements de formation. Donc en dernier lieu, nous avons l'État, c'est des normes, il faut instaurer des normes, il faut avoir des régulations qui régissent un peu le système, mais à l'heure actuelle on n'a pas, donc malheureusement au Maroc on n'a pas encore donc, au stade de normaliser le système et de l'imposer en quelque sorte. Même pour les grands projets, c'est juste des initiatives des maîtres d'ouvrage. Des subventions et des financements pour les organismes de formation, bien sûr, pour les professionnels aussi, pour l'acquisition des logiciels, pour l'acquisition du matériel. Sensibilisation et data. Donc, j'insiste beaucoup sur la data. S'il provient de l'État, ça va donner plus de crédibilité. Parce que si moi, en tant qu'éditeur de logiciels ou bien une entreprise qui travaille dans le BIM, je prononce des statistiques,
ça peut être biaisé par les attentes commerciales. Mais si ça vient de l'État, donc il va citer par exemple le nombre de projets qui ont recouru au BIM, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à d'autres projets qui ont été construits de manière classique, faire des statistiques à l'image de ce que fait le HCP, donc le Haut Commissariat au Plan, de faire des références en termes de normes pour permettre aux gens de voir que vraiment ça donne des résultats et que ça peut apporter des choses. Infrastructure et soutien, donc ça, on a déjà parlé, donc en termes de télécommunications, en termes de réseau, en termes de disponibilité de matériel aussi, donc c'est important. Donc, 3 mots pour conclure cette présentation. Donc le premier, c'est une question de mindset, ce n'est pas une question d'outils. Donc généralement, quand on parle BIM, on va vous dire ça coûte cher, on n'a pas de logiciel, on n'est pas formé pour ça, on a l'habitude de faire ça et ça marche très bien. Donc c'est une question de mindset. Il y a des gens qui prennent des initiatives avec des moyens de bord. J'enseigne des étudiants qui viennent de pays africains avec des moyens vraiment très basiques, avec des PC qui sont très lents, mais qui ont la motivation d'aller jusqu'au bout, qui cherchent des licences et qui font un travail énorme sur leur travail. Donc c'est une question de mindset, c'est pas une question donc c'est une question de mentalité, c'est beaucoup plus qu'une question de moyens. Donc il faut travailler avec les moyens de bord. Vous avez une licence gratuite, vous faites avec les licences gratuites. Vous n'avez pas de licence, vous cherchez un logiciel open source. Vous n'avez pas ça, vous achetez une licence, faites ce qu'il faut faire pour commencer. Et à ma connaissance, il n'y a pas quelque chose dans la loi qui vous dit vous utilisez quel logiciel, ou c'est interdit d'utiliser le BIM dans votre projet. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc c'est donné au libre choix et aux initiatives des personnes et des professionnels. Il faut prendre action. Une fois que nous avons quelques moyens de bord, il faut passer à l'action. Pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas dans 10 ans, pas dans un mortat supérieur. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent, mais dans l'action, dans les médias. Donc, j'ai des projets, il faut travailler là-dedans. Il faut que je commence par des petits projets, commencer simple, mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre l'État, il ne faut pas attendre les professionnels, il ne faut pas attendre les autres. Donc, il faut prendre l'initiative. Et le dernier, c'est il faut donner du temps. Donc, c'est un processus. On a tendance à croire que le BIM, c'est les outils, c'est tout, mais c'est une question de mentalité, c'est une question de façon de faire. Donc, quand on s'adresse aux mentalités, il faut prendre, ça donne énormément du temps, parce que l'inertie des habitudes actuelles pèse énormément sur notre façon de faire. Donc, pour le changer, pour faire bouger les choses, il faut donner au processus un peu de temps. Et c'est un trial and error, donc on essaie des choses, ça marche pas, on évalue et on continue à améliorer jusqu'à ce qu'on obtient la satisfaction. Donc il faut avoir une vision optimiste. Donc aujourd'hui on fait une présentation, on fait une conférence sur le BIM. Dans l'attention, je vois des jeunes déjà, donc des étudiants peut-être bien qui vont commencer leur carrière. Donc c'est une vision un peu optimiste pour inciter les gens à entrer là-dedans, parce qu'on n'a pas le choix, c'est fataliste. Donc c'est pas, si on veut, c'est une option. Demain, ça va devenir obligatoire et les gens qui ont pris le courage d'aller et de prendre des initiatives seront grandement récompensés. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, M. Smaïl. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.